diapositive de manière assez synthétique, je l'espère, de vous présenter les enjeux et les contraintes d'un point de vue anesthésique. Alors, qu'est-ce qu'on va nous demander précisément dans ce type de prise en charge? Ça va être bien entendu de permettre des conditions de chirurgie optimales. On a bien compris la précision du geste neurochirurgical et entre autres qui demande une relaxation utérine majeure à la fois pour l'abord de l'utérus mais également pour la chirurgie fœtale en elle-même. Et puis tout cela en minimisant d'une part les risques maternels qui vont être liés à ceux de l'anesthésie générale chez la femme enceinte, des risques hémorragiques, des risques d'embolie amniotique, et puis les risques fœtaux qui vont dépendre principalement du bon maintien de la perfusion utéroplacentaire durant cette chirurgie. Alors si on détaille un petit peu les objectifs, donc effectivement, il va falloir maintenir une perfusion utéroplacentaire optimale pour garantir un bien-être fœtal, parce qu'on est bien d'accord, si jamais la chirurgie se passe bien mais que l'enfant souffre durant cette chirurgie d'hypoxie, l'intérêt en est tout à fait réduit. Alors pour vous rappeler les difficultés, il n'y a pas d'autorégulation du débit utéro-placentaire, comme il peut y avoir pour certains organes, et du coup cette perfusion est en lien direct avec l'hémodynamique et l'oxygénation maternelle. Donc on va avoir des objectifs hémodynamiques maternels assez stricts, avec en théorie autour de 10% maximum de variation d'hémodynamique maternelle, dans un sens comme dans l'autre. Ça va nécessiter, par exemple, la levée du syndrome de compression aortocave. On sait que l'utérus gravide comprime la veine cave inférieure, gêne le retour veineux sanguin, et donc on installe les patients notamment en léger décubitus latéral gauche, ce qui rajoute une contrainte d'ailleurs chirurgicale. C'est pas facile d'opérer en décubitus latéral gauche. Ça va nécessiter un monitorage invasif de la pression artérielle maternelle, donc on pose un cathéter artériel pour cette chirurgie, et puis on va recourir de manière assez précoce aux vasopresseurs pour rester dans ce delta de pression artérielle et de fréquence cardiaque maternelle qui permet de garantir le bien-être fœtal. Et puis autour de tout ça, il va falloir garantir une oxygénation, une normocapnie, une normothermie et une normovolémie maternelle, parce qu'on sait que le fœtus est là aussi très sensible aux variations de volémie maternelle par exemple. Donc on va être dans des stratégies assez restrictives, éviter le remplissage maternel abusif, d'où un recours assez précoce aux catécholamines par exemple. Ça c'est pour le bien-être, on va dire, fœtal direct, et puis le bien-être fœtal va dépendre également de la relaxation utérine. Il permettra d'une part la précision du geste chirurgical, et puis d'autre part la diminution du risque de souffrance fœtale aiguë, parce qu'on comprend bien que des contractions utérines péropératoires vont pouvoir entraîner plus de saignement, éventuellement un décollement placentaire, une compression cordonale, et du coup la relaxation utérine doit être optimale pendant cette chirurgie. Donc les patientes sont prémédiquées par un dispositoire d'indométhacine, et puis ensuite cette relaxation, elle va être multifactorielle. Donc dans un premier temps, elle va être mise en œuvre par une anesthésie générale avec une curarisation maternelle. En anesthésie obstétricale, moins on endort les femmes enceintes et mieux on se porte, parce qu'il y a un vrai surrisque à l'anesthésie générale. Après, tous ceux qui font de l'obstétrique comprennent bien que quand on stimule un utérus sous rachianesthésie ou sous péridurale, il y a souvent des vomissements, des mouvements, etc., qui sont incompatibles avec ce genre de chirurgie. Donc là, l'anesthésie générale avec curarisation va permettre un immobilisme maternel, bien entendu, bien meilleur que l'anesthésie loco-régionale. Ça va permettre également de mettre en œuvre des halogénés à haute dose, à 2 à 3 fois les concentrations qu'on utilise traditionnellement en anesthésie générale, et ces halogénés sont oncolytiques.
Donc ça va renforcer les effets de l'anesthésie générale. Et puis on va utiliser comme morphinique, par exemple, du rémifentanil à haute concentration qui vont, par voie transplacentaire, effectivement participer à l'immobilisme fœtal. Bien que, même si on ne l'a pas détaillé, il y a une morphinisation et une curarisation fœtale directe qui est faite pendant cette chirurgie. La relaxation utérine, elle va également être obtenue en utilisant du sulfate de magnésium à haute dose en péropératoire avec un entretien sur les 18 heures qui suivent la chirurgie en intraveineux. Je vous détaillerai plus tard les conséquences que ça peut avoir. Et puis on peut être amené à utiliser de manière ponctuelle, si toutes ces techniques mises en œuvre ne suffisent pas, utiliser du tractocyle, éventuellement des dérivés nitrés ou des bêta-mimétiques, enfin tout ce qu'on a dans notre arsenal thérapeutique pour permettre une relaxation utérine optimale. L'un de nos objectifs va également, en anesthésie, être d'assurer une analgésie post-opératoire optimale. Alors bien entendu, elle va être initiée en péropératoire en intraveineux, poursuivie en post-opératoire de manière multimodale avec une PCA de morphine. Et puis, on reste donc sur de l'analgésie d'une femme enceinte où on n'a pas accès à l'intégralité de notre arsenal thérapeutique. Du coup, pour permettre une meilleure qualité post-opératoire, on va poser en préopératoire une péridurale, un cathéter péridural, qui nous servira pour la prise en charge de la douleur en post-opératoire. Donc ça, c'est les objectifs qu'on vise durant cette anesthésie. On prend des risques maternels en particulier. C'est une situation anesthésique très particulière dans laquelle on prend des risques pour la plupart maternels pour un bénéfice qui n'est pas maternel direct, mais un bénéfice fœtal. Et donc c'est pas notre façon de raisonner habituellement. D'habitude, on raisonne en bénéfice-risque maternel, et là il va falloir discuter de bénéfices fœtaux et de risques maternels. Alors quels sont les principaux risques qui sont encourus pendant cette chirurgie? Ça va être les risques liés à l'anesthésie générale chez la femme enceinte. Alors il y a tout un tas de modifications physiologiques qui font que les femmes enceintes sont considérées d'un point de vue anesthésique comme estomac plein à partir de 15 semaines d'aménorrhée. Donc quand on induit l'anesthésie, on a un risque d'inhalation, un risque de syndrome de Mendelssohn avec des syndromes de détresse respiratoire aiguë. Il y a un risque d'intubation difficile, également 7 à 8 fois plus élevé que dans la population générale. Et puis du fait de modifications des volumes résiduels pulmonaires par exemple, des tendances à l'hypoxémie maternelle plus précoces et plus profondes. On va faire encourir également les risques liés à l'anesthésie péridurale. Alors certes, ils sont moins importants au regard des risques liés à l'anesthésie générale, mais ils existent. Il y a entre autres le risque de brèche durale. Alors ça paraît anecdotique, mais c'est des patientes qui, à un moment, auront besoin d'être prises en charge pour accoucher. Et c'est vrai que si on est déjà dans la séquence céphalée post-brèche, blood patch, la réalisation d'une ALR pour l'accouchement va être un petit peu plus compliquée. Il y a les risques liés à la chirurgie en elle-même, des risques hémorragiques, comme on a parlé Olivier Morel. Ces risques hémorragiques sont majorés par la théocolyse. On sait qu'en obstétrique, quand on a une hémorragie, on peut être amené donc dans ce contexte à faire naître l'enfant si le risque vital maternel est mis en jeu. Et là, on a utilisé tellement de produits théocolytiques qu'on peut être dans de grosses difficultés s'il faut amener l'utérus à se contracter pour stopper l'hémorragie maternelle. Donc voilà, c'est tout un tas de choses qui s'imbriquent et qu'il faut prendre en compte pour cette chirurgie. Et puis on a vu que pour aborder l'enfant, il va y avoir donc cette hystérotomie, cette ouverture de l'utérus, et on comprend bien qu'à un moment, potentiellement, il peut y avoir une mise en contact du liquide amniotique et de la circulation maternelle. Alors c'est un risque, l'embolie amniotique est un risque, on va dire c'est peu fréquent. Malheureusement, c'est une situation catastrophique dans laquelle actuellement il y a 50% de décès. Donc voilà, ça fait partie des choses qu'il faut
prendre en compte dans la réflexion. Et puis l'utilisation du sulfate de magnésium peut entraîner des œdèmes pulmonaires qui nécessitent une stratégie de restriction hydrique. Et puis il peut y avoir ce qu'on appelle un effet curare-like en cas d'accumulation qui vont nécessiter une antagonisation systématique des curares et puis une surveillance de la fonction rénale et éventuellement de la magnésémie pour ne pas avoir de risque d'intoxication au magnésium et de détresse respiratoire, etc. qui vont avec troubles du rythme cardiaque. Donc nous, d'un point de vue anesthésique, on va mettre en balance le bénéfice fœtal avec le risque maternel. Donc ça commence dès la consultation d'anesthésie, qui est organisée à partir du moment où on parle de la prise en charge potentielle de ces patientes. Ça va être une discussion avec la patiente, avec le couple, et puis avec le reste de l'équipe qui prend en charge la patiente, obstétricale, neurochirurgien, pédiatre, etc. C'est une chirurgie qui nécessite une surveillance post-opératoire aux soins continus, donc aussi aux soins continus, sinon dans des soins intensifs, pour, on va dire, 24 à 48 heures en post-opératoire. En pratique, donc voilà, pour terminer, comment ça se déroule. On donne une prémédication antiacide aux patientes avant l'entrée au bloc opératoire. On met en place le monitorage, 2 voies veineuses périphériques qui permettent une bonne gestion d'une hémorragie si toutefois elle survient. On pose le cathéter péridural avant la chirurgie. On installe la patiente en décubitus dorsal avec un léger décubitus latéral gauche. On pose le cathéter artériel et puis ensuite donc on va préoxygéner les patientes, induire l'anesthésie avec une technique particulière liée à l'estomac plein, intuber et puis débuter l'anesthésie, les halogénés et les morphiniques et les curares. On met en route la tocolyse par sulfate de magnésium. La patiente reçoit une antibioprophylaxie. Et puis, pendant que les obstétriciens et le neurochirurgien opèrent, notre rôle va être d'assurer donc le bien-être materno-fœtal, d'initier l'analgésie post-opératoire, et puis en fin d'intervention, on met en charge l'analgésie péridurale. Et puis ensuite, on voit à quel moment il faut introduire. Donc, on est sur une situation à risque thromboembolique important en post-opératoire, donc on mettra en place dans un premier temps des compressions veineuses intermittentes quand on en a à disposition, et puis dans un second temps, une fois la partie le risque hémorragique principal écarté, une prophylaxie par héparine à bas poids moléculaire. Voilà pour notre partie.